L'émigration et l'immigration sont deux phénomènes aussi indissociables que le recto et le verso d'une même feuille, et pourtant très différents en apparence, au point qu'on croit pouvoir comprendre l'un sans comprendre l'autre. Nous allons partager avec vous une expérience qui s'est tramée sur le verso de la feuille. Mais avant, nous voulons débuter avec quelques traces sur le recto de cette même feuille, celle d'Amina. Il y a les dessous de ton histoire. Il y a ce qui s'est passé. Il y a ce qui n'a pas été. Quand tu vois que tu arrives à laisser toute ta famille en arrière et que tu trimbales tes enfants pour te retrouver quelque part, à reprendre une vie à zéro. Amina a choisi de ne pas être avec nous pour faire cette présentation. Et je vais reprendre la formule de Gaël. Tout le monde ne souhaite pas être visible. Donc merci à Marchou de lui prêter sa voix. Je vais commencer par planter le décor en nous présentant. Nous sommes 6 femmes qui prenons une place dans la société reliée au travail social. Nous sommes aussi des citoyennes, des étudiantes, des sœurs et pour certains d'entre nous, des mères. C'est une manière de dire de l'endroit d'où nous venons, les multiples voix qui sont à l'intérieur de nous. Pour ma part, je forme des étudiants qui veulent devenir travailleurs sociaux, comme Ilana, Ilona, Camille et Lola. Dans les centres de formation, il y a un mouvement qu'on appelle la participation des personnes accompagnées à la formation des travailleurs sociaux. Celles et ceux qui ont l'expérience d'avoir été accompagnés par des travailleurs sociaux, comme Amina, sont invités à intervenir auprès des étudiants. Le plus souvent, ces personnes viennent raconter un morceau de leur parcours avec l'idée de faire réfléchir autrement, différemment les étudiants. Pour ma part, j'ai animé plusieurs dispositifs de formation de cette façon, puis après un certain nombre de remises en question de la part des étudiants, j'ai voulu transformer ma pratique, aller vers une autre façon de faire. En mars dernier, dans le cadre d'un programme européen, une quarantaine d'étudiants en travail social venus de Suède, d'Irlande et de Belgique ont rejoint des étudiantes d'Océlia, le centre de formation à Valence, pendant une semaine pour prendre part à un dispositif sur l'accompagnement des familles en situation de migration. Le but, construire des repères en termes de posture professionnelle pour accompagner ces personnes. Au cours de la semaine, les étudiants ont rencontré des parents ayant migré avec leurs enfants et des adultes ayant migré lorsqu'ils étaient enfants. Une équipe de 5 personnes rémunérées pour leurs interventions et la réunion de préparation. Je leur ai demandé, entre autres, de se rendre avec différents petits groupes d'étudiants sur un lieu qu'elles considéraient pertinent pour des futurs travailleurs sociaux. L'une d'elles, Amina, a proposé aux étudiants d'aller au centre d'accueil de demandeurs d'asile dans lequel elle avait été hébergée avec ses 3 enfants quelques années auparavant. Amina est la seule personne de l'équipe qui a proposé la visite d'un lieu d'hébergement et c'est elle qui a organisé directement ces visites avec les travailleurs sociaux du CADA. Elle voulait faire visiter l'appartement dans lequel elle avait vécu. En raison de travaux dans le bâtiment, ce logement n'était pas accessible. Les professionnels du CADA ont proposé que cela soit des personnes hébergées volontaires qui fassent visiter leur logement en présence d'Amina. Précisons que depuis qu'elle a quitté le CADA, elle y revient souvent pour saluer les travailleurs sociaux qui, dit-elle, ne quittent pas le cœur. J'ai trouvé en eux la famille que je n'avais pas ici à Valence. Et je voulais que les étudiants découvrent ces belles personnes que j'ai rencontrées là-bas. Et donc, vous faites partie des étudiantes qui ont pris part à cette expérience. Cette journée d'études nous donne l'occasion de partager avec vous comment l'accès à ce lieu,
Puis la visite de ce lieu ont constitué des épreuves d'hospitalité, à la fois pour Amina et pour les étudiantes. Alors, au niveau méthodologique, j'ai travaillé à partir des écrits d'étudiants et des enregistrements de réunions. Puis, nous nous sommes réunis toutes les 6, à plusieurs reprises, pour écrire encore et dialoguer, et enfin choisir ce qu'on viendrait vous raconter aujourd'hui. Je veux leur dire toute ma gratitude, car cette présentation est rendue possible par un travail au plus près de nos jeux, tout en serrant un nous en train de se faire. Il me reste à préciser que cette démarche prend place dans une recherche doctorale dans laquelle je tente de comprendre ce qu'il se passe dans ces dispositifs de formation impliquant des personnes concernées. Je questionne, d'où la petite question que j'ai eue tout à l'heure pour les autres intervenants, je questionne comment on peut transformer les asymétries entre les travailleurs sociaux et les personnes accompagnées. Et pour cela, j'observe comment dans ces dispositifs, on donne la parole, on prend la parole et on peut se mettre à dialoguer. Quand le silence hurle, se fait assourdissant, que des sons minuscules se font cris de géants. Nos mots sont des compas, nos guides sur l'océan. Comme continent, il nous restera ça. Pour se rendre au CADA, situé en périphérie de la ville, les étudiantes françaises ont chacune pris leur véhicule pour se rendre sur le lieu avec les étudiants étrangers. Elles rentrent l'adresse sur leur GPS et partent. Lorsque le GPS indique que nous sommes arrivés, nous faisons face à un hôtel 4 étoiles. Je pense que je me suis trompée d'adresse. Dans ma voiture, quand on arrive peu après, le groupe se regarde et on rigole. Je rentre dans l'hôtel pour demander ma route. La responsable ne sait pas ce qu'est un CADA. Je lui explique rapidement et elle me répond : Il n'y a pas de lieu comme ça ici. Vous devez vous tromper. Je me sens un peu agacée parce que je sais que j'ai la bonne adresse et nous sommes en retard. Tout le monde remonte en voiture, fait le tour de l'hôtel et 100 mètres plus loin, on arrive sur un grand parking à trous. On voit un portail, moche et délabré, qui ouvre sur un grand bâtiment en haut. On se dit que ce ne doit sûrement pas être là, parce que l'endroit n'est pas du tout accueillant. Il n'y a pas de panneau de signalisation, juste du béton. Je pense que c'est sûrement abandonné. Pourtant, sans le savoir, nous sommes juste devant le CADA. Dans leur récit, elles écrivent « Il n'y a rien ». L'endroit est froid, le grand bâtiment fait de l'ombre et le dehors est vide. Seulement 2 personnes fument sous un abri. Au cours d'un atelier, les étudiantes partagent avec Amina au sujet de cette expérience. Bien vite, celle-ci raconte la sienne. J'avais eu la même impression que vous la première fois. Lorsque je suis arrivée en France avec mes 3 enfants, on a d'abord été hébergés à Paris dans des hôtels pendant 4 mois. C'est le fait de ne pas avoir un endroit fixe qui m'a fait venir à Valence. L'assistante sociale qui s'occupait de moi a trouvé que c'était pas trop correct. Et c'est comme ça que la préfecture a décidé que je vienne à Valence. Quand on m'a dit « Vous partez dans le 26 », j'ai demandé à la dame « Le 26 ? C'est où ?» Elle m'a dit « Vous allez aimer, il fait beau là-bas, il y a le soleil. » Mais je connaissais pas Valence. Je connaissais personne là-bas. Ce sont les assistantes sociales du CADA qui sont venues nous chercher au train. Quand on a quitté la gare, on a traversé tout Valence. On est sorti de Valence.
Et quand on est arrivé, je pense que l'assistante sociale qui me conduisait, elle a senti que j'étais un peu perdue. Elle a dit pour me rassurer, après, on va vous montrer la ville. Mais moi, je ne pouvais pas comprendre. Pour moi, c'était comme si on avait quitté la ville. Quand on arrive au CADA, il y a un peu cette image d'étonnement, ou bien cet effet de surprise de penser qu'un tel endroit soit habité. On a posé les bagages, et après, je me suis mise à la fenêtre de la chambre. J'étais un peu perdue. Quand je regarde là, c'est la montagne, le vide. Quand je me mets de l'autre côté, parce que j'avais deux chambres opposées, depuis l'autre chambre, c'était un peu aussi le vide que je voyais autour de moi. J'avais des contacts que j'avais laissés à Paris. J'ai appelé une parmi elles. J'ai dit, je sais pas où ils m'ont emmené là. Je comprends pas. Je sais pas où on est. Il n'y a personne. Elle me répond, non, il y a forcément des gens. J'ai dit, non, il n'y a pas de population. Je vois personne. Lorsqu'Amina s'arrête de parler, une étudiante souligne immédiatement qu'elles ont employé la même formule. Le vide. Les récits viennent nous surprendre par leur résonance. L'accès à ce lieu met à l'épreuve aussi bien Amina que les étudiantes. Chacune est confrontée à ces représentations concernant un lieu d'accueil, un lieu que l'on espère hospitalier. On pourrait parler ici d'une première épreuve d'hospitalité, dans le sens où l'hospitalité qu'on attend de cet espace n'est pas au rendez-vous. En termes d'accessibilité et au regard de sa localisation, les étudiantes ne trouvent pas facilement le lieu et il n'est pas clairement signalé par un panneau. Et Amina montre dans son récit qu'il faut sortir de la ville pour y accéder. Au regard de son environnement, Amina ne voit que la montagne et pour les étudiantes, il n'y a rien, juste du béton, l'endroit est froid. Et en raison d'une première impression, l'absence de présence humaine. Quand les portes sont fermées, que l'on reste dehors, quand on a beau frapper de nos mains, de nos corps les mots, resteront là gravés dans le décor nos mots, comme un trésor, il nous restera ça. Une fois arrivés devant le CADA, nous avons téléphoné à Amina, qui nous a rejoints et nous a guidés jusque dans le centre. Le groupe est accueilli par un professionnel et des personnes hébergées dans la salle de réunion. Le professionnel nous explique la procédure de demande d'asile. Dans mon groupe, les personnes hébergées ne prennent pas la parole. C'est pendant la visite de logement que nous nous mettrons à parler avec les étudiants. Dans notre groupe, la jeune femme, qui nous fera ensuite visiter son lieu de vie, prend la parole sur les multiples tentatives pour obtenir un titre de séjour. La personne regardait tous les étudiants et captait notre attention. J'ai été stupéfaite de sa manière claire et précise d'en parler. Qu'est-ce qu'il se passe pour Amina durant cette visite? En revenant dans ce lieu avec des étudiants, elle explique qu'elle en fait une autre expérience. Parler de mon parcours, écouter les autres demandeurs d'asile et aussi les professionnels, ça m'a donné le sentiment d'être toujours en demande d'asile. Retourner sur les traces, revenir en arrière, ça donne à réfléchir. En fait, on replonge dans tout ce qu'on a vécu, dans tout ce qu'on a dû endurer. Ça fait un feedback. J'ai eu la sensation de me retrouver encore là-bas, de revivre ce que je vivais au quotidien, de revivre mon passé. Le fait de prendre la parole en regardant dans le rétroviseur, c'est pas facile. Il y a des moments, on arrive à expliquer certaines choses, mais il y a des moments aussi, certaines explications deviennent un peu compliquées.
Mais pourquoi t'as quitté ton pays? Les étudiants m'ont posé la question. Je leur ai répondu ce que je pouvais. C'est un peu difficile sur le coup, mais après, on rebondit, quoi. Au cours d'un atelier, une étudiante partage avec Amina qu'elle l'a vu faire non de la tête pendant les échanges avec le professionnel de manière très discrète. Et cela lui a posé question. Amina explique que cette visite est aussi l'occasion pour elle de constater l'évolution des politiques migratoires depuis qu'elle a quitté le Canada, l'accélération des procédures et les effets pour les personnes en demande d'asile qui n'ont pas le temps de se poser et pour les professionnels à qui ça fait trop de boulot. Et Amina dit combien ça l'a peiné. Par ailleurs, si Amina a échangé avec les étudiantes à la sortie du CADA, elle parle peu pendant la visite. Ça aussi, cela questionne les étudiantes. Parler n'avait pas trop son sens. Les appartements parlaient d'eux-mêmes. En fait, je voulais faire parler le lieu. De leurs endroits, les étudiantes disent qu'elles n'auraient pas regardé la même chose sans la présence d'Amina, ou si elles étaient venues dans le cadre d'un stage. Je venais pas avec un regard de futur professionnel. Je venais pas pour me former. Je venais pour m'imprégner. J'ai essayé de regarder avec les yeux d'Amina. Au départ, les étudiantes se rendent sur le lieu pour connaître un public, comme on dit dans le travail social, et un dispositif d'hébergement. Je n'avais aucune idée d'à quoi ça ressemblait. Je ne savais pas ce qu'on y faisait, comment et pourquoi. Dans leur description des appartements, tout ce qui a trait au lieu de vie est qualifié de petit ou d'étroit. La chambre, le lit, le matelas, le couloir. Elles soulignent que 2 familles sont hébergées dans chaque appartement et partagent donc les espaces communs, cuisine, salle de bain, toilette. En fonction de la configuration de la famille, un parent peut partager la chambre avec son enfant, même adulte. Une des personnes nous a remercié d'être venue et d'être là. C'est mon regard qui a remercié. Les personnes étaient fières de montrer ce lieu et fières qu'on soit là. Nous avons exprimé notre gratitude de pouvoir s'introduire dans leur intimité. La personne a fondu en larmes. À ce moment, ma collègue l'a prise dans ses bras. Bien sûr, on peut entendre une mise au travail sur le champ de leur représentation et des émotions. Il y a de l'empathie, elles sont affectées par ce que l'autre dit et parce que ça fait à l'autre de le dire, de la honte aussi, ou de l'impuissance, en réaction à l'enthousiasme ressenti avant d'arriver sur le lieu, au regard des écarts en termes de conditions de vie entre elles et les personnes hébergées, et en raison de la présence des étudiants étrangers. En effet, les étudiants ont la sensation de montrer aux étudiants des autres pays comment on accueille les personnes en France. J'avais l'impression de représenter la France. C'est aussi ce que je ressentais quand j'étais face aux étudiants. C'est comme quand tu fais venir des gens pour leur montrer un endroit, t'es un peu l'image de cet endroit, quoi. La visite de ce lieu met à l'épreuve aussi bien Amina que les étudiantes. On pourrait parler d'une deuxième épreuve d'hospitalité. Lorsque l'hospitalité des services publics, à travers le dispositif national d'accueil, n'est pas au rendez-vous, pour Amina qui observe les effets de l'accélération des procédures, pour les étudiantes qui observent les conditions d'accueil. Lorsqu'il s'agit d'endosser le rôle de l'hôte, à son corps défendant pour les étudiantes vis-à-vis des étudiants étrangers, pour Amina, à l'initiative de cette visite, mais qui n'habite plus là. Lorsqu'au fond, on peut se demander qui accueille ce jour-là, car ce sont les personnes hébergées, représentant la figure de l'immigré, qui sont celles qui ouvrent leurs portes aux étudiantes, comme un renversement du geste d'hospitalité. Dans l'accueil, on recueille, puis on va au-delà. On prend soin, on s'en mêle l'un à l'autre. On s'enveloppe d'un espace partagé. Quand on voudrait fixer chaque souvenir, chaque nom pour ne rien oublier de chaque
chaque sensation. Les mots sont nos combats, les mots sont l'émotion. Nos mots comme chansons, il nous restera ça. Mon idée, c'était de faire découvrir aux étudiants les conditions et les réalités des demandeurs d'asile, et aussi comment ça se passe avec les travailleurs sociaux, pour interpeller en quelque sorte les étudiants. J'ai une compatriote avec qui j'ai échangé à propos de ce qu'on a fait ensemble. Et ouvertement, elle m'a dit, moi, j'aurais honte de montrer aux gens ce que j'ai vécu. Mais moi, mon objectif, c'est que ça donne aux futurs travailleurs sociaux plus de motivation et d'abnégation dans l'exercice de leurs fonctions. Ça veut dire quoi, abnégation? En gros, en français terre à terre, exercer avec le cœur. Ne pas oublier que vous avez affaire à des êtres humains comme vous. Et donc, c'est l'idée de comprendre, humainement parlant, la personne qui est en face de vous, quoi. Parce que moi, dans mon parcours, et particulièrement au CADA, je suis tombée sur des assistantes sociales avec cette touche d'humanisme-là. La semaine, ça a permis de comprendre ce qui s'est passé institutionnellement au niveau de l'État et en même temps au niveau des personnes. Et là, on essaie juste de dealer l'esprit et le cœur. C'est un chemin qui est super long. Et on est encore sur le chemin. Nous questionnons comment cette expérience permet de développer un savoir-être là, à partir de celle qui a l'expérience d'être bouleversée dans le rapport au là, comme vous l'avez suggéré tout à l'heure. Peut-être que dans la formation des travailleurs sociaux, ce sont les personnes concernées qui peuvent mettre au travail cette capacité à l'engagement en présence, en proposant une expérience qui met à l'épreuve et dans le même temps qui invite à une transformation des pratiques. Quant à la mise en abîme, qui était dans le titre, elle se niche possiblement dans l'enjeu que nous avons rencontré. Pour décrire cette expérience sensible et collective, nous avons pris soin de nos sensibilités et du collectif en cherchant à dialoguer entre ancrage et mouvement. Ce que l'on a partagé avec vous, c'est un peu un arrêt sur image, comme un temps suspendu. On a besoin de vous dire que cela ne s'arrêtera pas là, mais qu'il n'en restera ça.